Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Ministre, parlons du fluvial qui avait tant besoin de retrouver une perspective dans cette période. Parler du fluvial, c'est, comme vous venez de le dire, rappeler que vous avez décidé d'engager une politique d'investissement extrêmement importante en matière d'infrastructure par le rappel que vous venez de faire des 100 et 150 millions d'euros qui concernent aussi effectivement le fluvial. Et vous comprendrez que je souligne l'importance d'un grand projet qui, au-delà de son existence même, va représenter un levier extrêmement important de cette activité pour l'ensemble de notre pays. Le canal Seine-Nord, pour lequel le budget est arrêté, les partenaires définis, la société de projet en cours de création, est un véritable projet d'aménagement du territoire. Outre les bénéfices environnementaux que constitue le transport fluvial, désengorgement de l'autoroute 1, diminution des émissions des gaz à effet de serre par tonne de transport, des conséquences économiques positives sont également à prévoir, en particulier en création d'emplois. Vous savez combien cette création d'emplois est déterminante pour une région si meurtrie par un taux de chômage insupportable. La portée du canal Seine-Nord sera plus large que le seul axe de navigation et des axes secondaires tels que la Sambre et l'Oise, par exemple, vont bénéficier de cette attractivité pour la profession, pour l'ensemble du réseau. 5000 km de canaux étaient ainsi laissés pour compte dans notre pays. La construction du canal entre la Sambre et l'Oise a été décidée au début du XIXe siècle afin d'alimenter Paris en charbon belge extrait dans le bassin minier de Charleroi, puis peu à peu perdu son trafic commercial au profit de la plaisance. Depuis mars 2006, la navigation est interrompue au point kilométrique 37,5 à la suite de la fermeture du pont canal de Vantencourt et du pont canal de Makini. Face au développement du tourisme fluvial développé par les pays nordiques, il est indispensable d'accueillir les plaisanciers dans les meilleures conditions. Je souhaiterais savoir, Monsieur le Ministre, à quel point nous en sommes de ce dossier exemplaire qui a fait l'objet d'une grande concertation avec les intercommunalités concernées et qui permettra sans aucun doute, sur ce réseau secondaire, de relancer une activité économique déterminante. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Rémy Pauvros, comme vous le rappelez, le canal de la Sambre à l'Oise a été fermé à la navigation en 2006 en raison de l'état de dégradation avancé de certains ouvrages, en particulier des ponts-canaux de Vandencourt et de Makini. Compte tenu de l'intérêt de cette infrastructure pour les territoires traversés, VNF et les collectivités locales, sous votre impulsion, ont instauré un dialogue pour créer les conditions de sa réouverture. Je tiens particulièrement à saluer cette démarche coopérative qui a permis de définir des solutions concrètes au bénéfice de tous. Ainsi, les 12 millions d'euros de dépenses d'investissement nécessaires à la réouverture du canal et à la remise en état des ouvrages ont été inscrits au contrat de plan 2015-2020. Ces dépenses seront partagées à parts égales entre VNF et les collectivités territoriales. La première convention de financement devra concerner les études de maîtrise d'œuvre. Par ailleurs, les dépenses d'entretien et d'exploitation du canal, estimées à 2,3 millions d'euros par an, font depuis le 17 décembre dernier l'objet d'une convention de financement entre les 8 intercommunalités concernées et VNF. Puisque nous parlons aujourd'hui de financement des infrastructures, je crois que l'opération que vous soulignez là a une véritable valeur d'exemple. Un tel accord sur les dépenses de fonctionnement est inédit. Il confirme l'évolution de la politique d'intégration des offres de services du réseau fluvial dans des politiques de développement local. C'est le même mouvement que je retrouve autour du canal Seine-Nord-Europe, porté en intérieur par les territoires du nord de la France. Il participe de l'idée selon laquelle ce sont les territoires qui font les projets de transport et non l'inverse. Ce sont les territoires qui apportent l'expertise, convainquent les investisseurs, promeuvent le développement économique et fédèrent les populations. Je suis convaincu que nous devrions tous être inspirés par cette initiative locale qui, grâce aussi à VNF et ses dirigeants, dont je veux saluer la clairvoyance, permet d'envisager la réouverture prochaine du canal de la Sambre à l'Oise. Merci, Monsieur le Ministre. Nous en venons aux questions du groupe socialiste, républicain et citoyen. Et la parole est à Monsieur Bricout.
Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. J'associe à ma question mon collègue et ami Rémi Pauvros. Effectivement, nous avons des dossiers communs. Rémi vient de vous interroger sur le projet de remise en navigation du canal de la Sambre à l'Oise. Moi, je vais vous interroger sur un autre sujet commun, le maintien de certaines lignes de train d'équilibre du territoire, TET, plus connues sous le nom de train intercité dans la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, désormais dénommée Hauts-de-France. L'Aisne souffre d'un déficit économique, d'un déficit d'emploi. En un mot, d'un déficit de compétitivité à travers lesquels on s'aperçoit que la question des transports et des liaisons multimodales constitue un véritable enjeu en matière d'aménagement du territoire et de désenclavement. L'année dernière, le président de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, notre collègue Philippe Duron, a présenté un rapport relatif à l'avenir des trains d'équilibre du territoire. Ce rapport préconise de réduire les passages quotidiens des lignes Saint-Quentin-Cambrai et Saint-Quentin-Maubeuge et peut-être supprimer la ligne Hirson-Metz. Je rappelle à titre d'exemple que la ligne Hirson-Charleville-Mézières-Metz est certes peu compétitive, mais trouve toute sa pertinence du fait notamment de l'absence d'une offre autoroutière performante. D'autre part, dans l'Aisne, l'offre universitaire est quasiment inexistante, ce qui rend le transport par le train incontournable pour nos étudiants. Une fois de plus, il y a un véritable enjeu en matière d'aménagement du territoire. Il me semble aujourd'hui totalement occulté par les moyens toujours plus importants dédiés aux lignes à grande vitesse. À ce constat s'ajoute l'annonce récente d'un possible détachement de conducteurs normalement affectés à la ligne Hirson-Charleville pour renforcer les moyens humains sur Paris. Si cela était confirmé, 4 trains seraient supprimés en heure de pointe, le soir et le matin. Merci de nous indiquer, Monsieur le Ministre, quelle est la véracité des rumeurs persistantes. Dans le cas où elles se confirmeraient, quels sont les moyens de substitution qui seront mis en place pour nos territoires trop souvent oubliés? Merci. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, les trains d'équilibre du territoire constituent une composante essentielle de la desserte de nombreux territoires. Toutefois, ces trains ne répondent plus aujourd'hui de manière satisfaisante aux attentes des voyageurs en termes de desserte comme de qualité des services. Depuis 2011 seulement, la fréquentation des trains d'équilibre du territoire a chuté de 20%, ce qui rend leur exploitation financièrement insoutenable. De 210 millions en 2011, le déficit d'exploitation a atteint 330 millions en 2014 et plus de 400 millions en 2016. Face à cette situation, j'ai lancé le chantier de la renaissance de ces trains afin qu'ils retrouvent leur pertinence et leurs clients. La feuille de route présentée le 7 juillet 2015, suite au rapport de la commission présidée par Philippe Duron, a permis d'engager une nouvelle dynamique pour faire renaître l'offre TET. Elle repose sur le droit à la mobilité, la solidarité nationale, l'aménagement du territoire et la maîtrise de l'équilibre économique. Le 19 février dernier, lors d'un point d'avancement, j'ai notamment annoncé que le gouvernement engageait le renouvellement du matériel roulant, ce qui correspond à un investissement sans précédent depuis l'arrivée des corails, le lancement d'un appel d'offres pour les lignes structurantes et la concertation avec les régions Normandie pour la ligne Paris-Caen-Cherbourg, pour un total pour l'achat pour les lignes structurantes de 1,5 milliard d'acquisitions et en plus l'achat de 30 rames supplémentaires sur étagère, comme l'on dit, en plus des 34 rames qui sont en cours d'acquisition chez Alstom et qui vont être livrées en fin d'année. Par ailleurs, le préfet François Philizot poursuit sa mission de concertation avec les régions pour faire évoluer l'offre TET. Une articulation optimale de chaque activité, notamment avec les TER et de chaque mode de transport est recherchée avec les élus régionaux. Les discussions sont engagées avec toutes les régions, et notamment pour ce qui vous intéresse directement, avec la région des Hauts-de-France pour les lignes Paris-Amiens-Boulogne et Paris-Saint-Quentin-Maubeuge-Cambrai qui sont désormais internes à la nouvelle grande région, et aussi avec la région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne pour la ligne Hirson-Metz. Le gouvernement tient à examiner toutes les propositions d'évolution qui sont formulées
des décisions seront prises au fur et à mesure de l'évolution des discussions avec les régions et annoncées au fil de l'eau, au plus tard le 1er juillet 2016. Merci. La parole est à Madame Bobati.